Alors, bienvenue au Café Marxiste, deuxième épisode de notre série de philosophie marxiste avec Georges Gastaut. Alors aujourd'hui, on voulait brosser à grands traits l'histoire de la philosophie, notamment de la pensée rationnelle. Donc, est-ce que Marx est l'aboutissement de la pensée rationaliste? C'est un petit peu la question générale qu'on va se poser. Alors, est-ce que tu peux revenir, Georges, sur voilà, un peu les philosophes de l'Antiquité, sur le développement de la pensée rationaliste et comment après elle s'est développée historiquement et un peu voir quels sont les rapports entre Spinoza, Descartes, Hegel, Kant, voilà, comment chacun de ces philosophes a dépassé l'autre d'une certaine façon et a développé la pensée rationaliste dans l'histoire. Donc effectivement, bien sûr, tout ce qui permet le rassemblement des philosophes, si l'on peut dire, leur point commun, c'est d'une part leur objet, le rapport entre le sujet et l'objet, la pensée et la nature, si l'on peut dire, ça c'est ce qu'on avait vu la fois précédente. C'est d'autre part le fait qu'ils ont une visée rationnelle. Il faut traiter ce genre de sujet de façon rationnelle, c'est-à-dire en ne recourant pas à des explications de type magique. Quelque chose n'est pas là et d'un seul coup apparaît en sortant du néant. Donc il leur faut rester sur le terrain de la rationalité. Sinon, ils ne seraient plus des philosophes, mais par exemple des prophètes, hein, des gourous, des gens comme ça, quoi. Donc ces philosophes, ils ont tous des points communs, un terrain commun. Sinon, on ne pourrait pas parler d'histoire de la philosophie. Sinon, on ne pourrait même pas parler de polémique entre philosophes. Certains me diront, oui, mais les philosophes n'arrêtent pas de se contredire. Mais s'ils se contredisent, ça prouve précisément qu'ils ont un objet commun. Si je dis d'une part que les oiseaux chantent et d'autre part que la mer est déchaînée aujourd'hui, il n'y a pas de contradiction parce que je ne parle pas de la même chose. Si je dis les oiseaux chantent et les oiseaux ne chantent pas, c'est bien une contradiction parce que je parle de la même chose. Bon, donc il y a un terrain commun aux philosophes. Il ne faut pas le nier parce que c'est nier tout simplement l'évidence. Mais en même temps, bien sûr, j'ai montré l'autre fois qu'il y avait des divergences entre les philosophes et que la principale d'entre elles, repérée de façon systématique par Engels, déjà repérée par d'autres philosophes auparavant, hein, il n'était pas totalement inconscient de ça, mais loin s'en faut. Platon disait déjà dans le dialogue intitulé Le Sophiste que les penseurs se divisaient en amis des formes, avec un F majuscule, des idées en fait, parce que le mot forme signifie la même chose, c'est le mot eidos en grec qui veut dire aussi idée, donc les idéalistes pour aller vite, et d'autre part ce qu'il appelait les fils de la terre qui essayent d'attraper les choses de leurs mains, et donc il désignait ici de façon polémique d'ailleurs en les caricaturant, les matérialistes. Spinoza va dire à peu près la même chose au XVIIe siècle, il va montrer qu'il y a deux sortes de philosophes. Il y a ceux qui essaient d'expliquer les choses rationnellement, comme faisaient les atomistes dans l'Antiquité. Ils parlent donc de Démocrite, d'Épicure, de Lucrèce, et ils se classent dans ce courant-là. Et puis il y a ceux qui divaguent quelque peu, qui font des concessions à des croyances un peu extraordinaires, et on voit que là, il met dans cet ordre-là les philosophes de la tradition scolastique, de la tradition médiévale. Bon voilà, donc il y a deux choses à la fois à avoir en tête, hein. La philosophie, il y a un tronc commun, et puis après, c'est les arbres aussi. Les branches se développent dans des sens opposés. Et donc la philosophie est marquée par à la fois une espèce de fil rouge qui n'est pas toujours facile à attraper, et par des divergences. Les philosophes n'existent qu'en se critiquant les uns les autres, qu'en se dépassant les uns les autres. C'est une tension permanente. Mais au fond, ça n'a rien d'extraordinaire. On trouve ça aussi dans le domaine des sciences, on trouve ça dans le domaine de l'art, par exemple. Hein. Les écoles artistiques n'arrêtent pas de s'excommunier mutuellement. Pour autant, il y a bien une peinture, il y a bien une sculpture, il y a bien une musique. Quand je dis une, des gens vont me dire s'il y en a une, mais non, il n'y en a pas une parce qu'il y a une diversité. Oui, il y a une diversité et une unité. Même en maths, c'est comme ça. Il y a bien l'un et le multiple en maths. Hein. Et donc, il y a le singulier et le pluriel. N'empêche que l'unité, c'est ce qui permet de compter au pluriel. Si vous n'avez pas la même unité, vous ne pouvez pas compter. Vous ne savez pas si vous comptez des poireaux ou des salades. Hein. Donc il faut bien une unité même pour compter. Le pluriel implique l'unité. Et vice-versa, s'il y avait une chose, ça ne voudrait rien dire du tout. Pour qu'il y en ait une,
Le nombre commence à 2, en réalité. Hein. Bon, voilà, donc il faut avoir conscience de ça au départ, et il ne faut pas s'en effrayer. Si on veut commencer l'étude de la philosophie, je pense à des élèves qui entrent en terminale, par exemple, eh bien, voilà, il y a un champ philosophique qui est assez compliqué à maîtriser. On ne va pas le maîtriser du premier coup, eh bien, c'est bien naturel, rien ne se fait en claquant dans les doigts. Hein. Alors, dans l'Antiquité, effectivement, nous avons principalement 2 courants qui vont déjà s'affronter profondément. Le premier, issu de l'école de Milet, hein, de l'école dont j'ai parlé tout à l'heure, les Milésiens, donc de Thalès, Anaximandre, Anaximène, si on veut quelques noms, et puis ensuite, effectivement, les grands atomistes comme Démocrite, le père de la théorie donc des atomes, qui nous explique que tout n'est du hasard et de la nécessité, qu'il n'y a pas de divinité qui puisse expliquer le monde, et à sa suite, eh bien, les philosophes épicuriens. Épicure, qui va prolonger Démocrite, notamment sur le terrain de la morale, en disant que, eh bien, il ne faut pas en avoir honte, puisque nous sommes composés d'atomes, que notre âme, elle aussi, est composée d'atomes, il n'y a pas honte à d'avoir un corps, et les finalités de notre vie sont aussi dessinées par notre corps. Ce qui, principalement, nous dirige, c'est le plaisir. Le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse, dit-il. Le commencement, parce que bon, dès qu'il naît, l'enfant va réclamer à manger, et puis quand il va avoir fini de téter, un sourire va se dessiner sur son visage, et ça personne ne lui a appris, et la fin de la vie heureuse, parce que au fond, quand nous sommes comblés et que nous obtenons tous les plaisirs possibles et imaginables, nous sommes heureux. En tout cas, nous tendons vers le bonheur. Bon, voilà, donc ces philosophes-là, eh bien, ils vont porter l'émancipation quand même, pendant des siècles et des siècles. Honneur à Épicure, effectivement, qui ne nous a pas fait honte de notre corps, qui nous a plutôt, par rapport à bien des religions qui criminalisaient la sexualité, par exemple, nous ont expliqué qu'il fallait prendre tout ça avec beaucoup de décontraction, si l'on peut dire. Et ça, c'est un socle permanent pour l'émancipation. Méfions-nous de ceux qui vous disent que il faut se sacrifier en permanence, que la vie n'est que sacrifice, etc. Parce qu'elle est sacrifice pour les hommes, et vous ne faites pas de soucis, elle ne sera pas sacrifice pour tout le monde. Hein. Et beaucoup qui vous prêcheront le sacrifice auront tous les plaisirs de la vie qu'ils se réserveront au détriment des autres. Et donc vous voyez, tout ce projet, il a à l'arrière-plan, au fond, une finalité au sens large politique. Même si Épicure est un philosophe qu'on traite souvent d'apolitique, parce que la politique, à son époque, c'était la lutte acharnée pour le pouvoir des ambitieux, et que ça, ils n'en voulaient pas. Mais n'empêche que, par exemple, les philosophes de la Révolution française, des gens comme Saint-Just, par exemple, hein, le bras droit, si l'on peut dire, de Robespierre, disait « Le bonheur est une idée neuve en Europe », et l'article 1 de la Constitution, la première Constitution républicaine française, précisait que le bonheur commun est l'objet, plus exactement, que le but de la société est le bonheur commun. Eh bien, il faut oser le dire, il faut tenir bon là-dessus, quelque part. Ça, c'est le courant matérialiste. Il va ensuite rebondir, surtout au XVIIIe siècle, avec Diderot, avec les encyclopédistes, et ce n'est pas pour rien que ce sont des philosophes qui vont, précisément, inspirer la Révolution française. Puis, après, rebondir encore plus avec Marx, Engels, et à l'arrière-plan, pas seulement des penseurs, puisque les pensées elles ne naissent pas comme ça, justement, ne tombent pas du ciel, hein, avec à l'arrière-plan le mouvement pour l'émancipation de la classe ouvrière. Les ouvriers qui travaillent 16 heures par jour, qui sont accablés de misère, qui meurent dans les ateliers, etc., et qui vont petit à petit engager le combat pour une société sans classe. Et qu'est-ce qu'ils visent, sinon, eux aussi, le bonheur partagé, le bonheur commun, le communisme. Voilà, en quelque sorte, si on veut résumer ce mot. Donc, effectivement, alors ça, c'est une première ligne, en quelque sorte. Il y a aussi la noblesse de la philosophie idéaliste qui va se développer, un peu, et même beaucoup, en contradiction avec l'autre, et qu'on va surtout enraciner du côté, par exemple, de Socrate et de Platon. Platon est le grand maître de l'idéalisme dans l'Antiquité, c'est pas le premier idéaliste. L'un des créateurs de la métaphysique, c'est Parménide, c'est toute l'école dite éléate. Mais bon, je passe sur les détails. Le grand aboutissement, c'est quand même le platonisme, avec cette idée que le monde obéit à des rapports mathématiques, à des rapports
d'idées, en quelque sorte. Et que par conséquent, il nous faut avant tout cultiver cette rationalité. À l'entrée de l'école de Platon, l'Académie, avec un A majuscule, il était écrit la devise suivante, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Autrement dit, il y avait une sorte d'examen d'entrée mathématique pour pouvoir philosopher. La philosophie n'est pas si littéraire qu'on le dit. Dans notre tradition littéraire, dans notre tradition, comment dire, académique, scolaire, française, la philosophie se classe plutôt dans les matières littéraires. En terminale, elle aboutit plutôt après le français, par exemple, après l'épreuve de français, il y a l'épreuve de philosophie, ça en dit long, effectivement, mais c'est une aberration, quelque part. C'est très bien que les élèves littéraires fassent de la philosophie, mais les grands noms de l'histoire des sciences sont souvent des grands noms de la philosophie. Descartes, bon, par exemple, c'est un immense physicien, un immense mathématicien et un immense philosophe. Ça ne se coupe pas en tranches de saucisson. J'ai prononcé le nom de Thalès, bon, j'ai prononcé le nom de Démocrite. Bon, je pourrais donner 1000 noms comme ça qui montreraient que l'histoire des sciences et l'histoire de la philosophie est complètement enchevêtrée, littéralement. Et qu'on ne saurait dire bien souvent si tel auteur est un philosophe ou s'il est un scientifique, comme s'il fallait choisir entre les deux, ce qui est stupide, hein, quelque part. J'ai prononcé le nom de Leibniz, par exemple, aussi. Immense mathématicien, immense physicien. Bon, alors, cela étant, les philosophes idéalistes, eh bien, vont développer cette théorie des idées, mais d'emblée, même à l'intérieur de l'idéalisme, on va voir que ça ne marche pas. Que ça ne marche pas. Platon lui-même, qui est un vrai philosophe, c'est-à-dire qui n'est pas quelqu'un qui se dit, voilà, je pense ceci, puis je vais le défendre à tout prix, mais qui cherche, et qui s'aperçoit que la théorie des idées, elle ne fonctionne pas totalement au sens qu'il espérait, dans un dialogue extraordinaire, qui est le plus beau dialogue écrit par Platon, alors qu'il avait sans doute déjà 80 ans, hein, à l'âge canonique pour l'époque, effectivement, eh bien, va montrer que pour arriver à comprendre même les rapports entre les idées, il faut passer à quelque chose qui, il dit lui-même, qui est de l'ordre du parricide. Commettre le parricide sur son maître Parménide. Parménide, fondateur de la pensée métaphysique, pensée idéaliste, la première pensée idéaliste véritablement constituée, quoi, en quelque sorte. Je vais commettre le parricide contre Parménide. Et donc, il faut penser quelque part que ce qui est n'est pas, et que ce qui n'est pas est. Et donc Platon entre dans quelque chose qui va s'appeler par la suite, qui s'appelait déjà à son époque et à son initiative la dialectique, mais en prenant un sens nouveau, un sens un peu inquiétant, un peu sulfureux. Hein, ce dialogue le sophiste aboutit à l'idée que l'être c'est l'autre, l'étant c'est l'autre, et qu'on ne peut pas penser le fait d'être sans s'accrocher à l'altérité, à la différence, et à travers elle, alors c'est ça le parricide, au changement, à la modification, alors qu'au départ, pour Parménide, au contraire, le fondement même de la pensée métaphysique, dure, idéaliste, c'était que l'être est, le non-être n'est pas. Si on sort de ça, on est mort, on sort de la logique. Eh bien, quelque part, il faut penser que l'être n'est pas et que l'être est. Et sinon, on n'arrive pas à penser le changement, on n'arrive pas à penser le rapport entre deux idées, tout simplement. Et même la plus simple affirmation, quand on dit qu'une chose, que A est X, on dit bien quelque part que A est quelque part autre chose que A. Hein, et que X lui-même, bon, est inquiétant, finalement. Hein, et on est dans l'ordre de l'inconnu. Et donc, il faut se risquer, quelque part. Donc, voilà, cette pensée dialectique ancienne, sortie de l'idéalisme, sortie du fait que l'idéalisme lui-même n'était pas trop satisfaisant, que Platon n'en était pas trop content, aboutit à quelque chose qui va s'appeler de plus en plus la pensée dialectique. Bon, et arrive là-dessus le philosophe que Marx admirait le plus, d'ailleurs, qui est Aristote. Donc Aristote, élève de Platon. Élève de Platon, le meilleur élève de Platon. Platon l'appelait le liseur parce qu'il lisait tout, parce qu'il était maître, parce qu'il connaissait tout, enfin bref, un cerveau extraordinaire, comme peut-être l'humanité n'en a pas produit beaucoup, hein, en tout cas. Et Aristote, lui, c'est pareil, il était au départ dans l'école de Platon, il est idéaliste, il suit l'école des idées, etc. Et puis ça ne le satisfait pas. Ça ne le satisfait pas parce qu'Aristote est tourné vers l'étude de la nature, et que, on ne peut pas étudier la nature si on n'étudie pas principalement le changement. Et donc la grande question d'Aristote, ça va être, mais bon, si on étudie le changement,
on va étudier quelque chose de tout à fait étrange. On va étudier comment une chose devient, c'est-à-dire comment elle est ce qu'elle est, sans l'être totalement, puisqu'elle passe à autre chose. Et donc il y a quelque chose ici d'un peu étrange, qui semble heurter la logique. Et Aristote, grand logicien, même le fondateur de la science logique, véritablement, est aussi le fondateur, c'est un savant, de l'anatomie, de la zoologie, de la botanique. Toute l'école d'Aristote fonctionnait presque, elle s'appelait le lycée avec un L majuscule, elle fonctionnait presque comme une sorte de laboratoire antique, on cherchait, on observait, etc., etc. Et donc on faisait confiance au sens, quelque part, à l'expérience, et ainsi de suite. Et comment faire tenir tout ça dans une même philosophie, dans une même pensée, synthèse géniale, celle d'Aristote, qui va arriver à concevoir le changement de façon logique. Et la logique comme permettant le changement. Par exemple, Aristote nous dit qu'il faut distinguer fondamentalement, c'est un grand concept, la puissance et l'acte. Par exemple, on observe des insectes et on s'aperçoit qu'ils subissent des métamorphoses. Et que l'insecte est d'abord larve, et puis qu'il devient nymphe, puis qu'il devient papillon. Ou, je sais pas moi, les grenouilles sont d'abord têtards, et quand elles sont têtards, elles ressemblent plus à des poissons qu'à des quadrupèdes, et puis ensuite elles ont des membres qui leur poussent, etc. Et puis elles cessent de respirer avec des branchies, elles respirent avec des poumons. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même, les métamorphoses. Et donc, alors on pourrait se dire, voilà une contradiction insurmontable, illogique. Le poisson, ce qui est d'abord poisson, le tétard, finit par avoir des pattes et respirer dans l'air, et devient grenouille, quelque part. Eh bien oui, le tétard est une grenouille en puissance, et la grenouille est un tétard en acte, c'est-à-dire un tétard développé, qui a donné toutes ses capacités, et ainsi de suite. Et à travers cela, la nature elle-même se développe sans se renier. Sans se renier, c'est cette idée que l'identité se maintient à travers le changement. C'est ce fil rouge-là qui va donner la dialectique. Comment penser logiquement le changement? Comment penser la logique dynamiquement? Parce que le risque, c'est que quand on est très logique, on soit sec. C'est-à-dire tac, tac, comme ça, et ça bouge plus. Et on range les choses dans des cases, dans des tiroirs, il n'y a plus de changement. Et au contraire, quand on regarde la nature, on est émerveillé par le fait qu'elle change, mais du coup, la logique disparaît. Comment on met les deux choses dans la même boîte? Comment on pense logiquement le changement? Comment on pense dynamiquement la logique? Ça, c'est pour ça que Marx admirait Aristote, principalement. Et donc, alors, tout cela se développe aussi sur fond de lutte de classe. Il ne faut pas perdre de vue que la philosophie n'existe pas toute seule, dans une boîte, séparée. À l'arrière-plan, il y a de terribles luttes de classe, si vous voulez, et plus que des luttes de classe aussi, des luttes d'empire. Par exemple, si vous voulez, Aristote est très lié, je dirais matériellement lié, à la constitution de l'Empire macédonien. Il est le précepteur d'Alexandre le Grand, par exemple. Et il va être chassé d'Athènes, d'ailleurs, parce que le courant qui est anti-macédonien à Athènes, qui refuse l'annexion par les Macédoniens, considère Aristote comme un collabo du pouvoir. C'est d'ailleurs pas un collabo, il est d'origine lui-même macédonienne, donc si vous voulez, il ne trahit personne. Il n'est pas athénien. Enfin, passons. Mais il faut avoir conscience que derrière toutes ces productions de pensée, il y a des conflits, il y a des luttes. C'est pas tranquille, quelque part. Voilà, et que, le matérialisme s'affronte à l'idéalisme. Le matérialisme développe une certaine tradition de raison, puisqu'on ne veut pas expliquer le monde par autre chose que la nature, la matière, etc. Mais voilà, c'est sa propre tradition. L'idéalisme développe la raison lui aussi, parce qu'à travers l'idéalisme, à travers Platon, à travers Aristote, etc., il y a ce fil rouge de la dialectique qui va petit à petit se dessiner. Tout ça se fait dans des luttes entre philosophes, et se fait dans des luttes entre les cités grecques, entre les classes à l'intérieur des cités. Certains philosophes ont plutôt des tendances sociales, je dirais, égalitaires. Dans l'école d'Épicure, on reçoit des femmes, ce qui pour l'époque est étrange, et on reçoit des esclaves même. Et même cette notion n'a pas grand sens pour Épicure. Et en soi, c'est un positionnement politique, même si Épicure dit qu'il ne fait pas de politique, qu'il ne faut pas faire de politique, qu'il ne faut pas s'embêter avec ça, que la vie heureuse c'est le plaisir, etc. N'empêche que dans sa pratique, celle de l'école dite du jardin, on est dans un jardin, la pratique épicurienne, on la renouvelle en ce moment même,
Eh bien, effectivement, c'est bon, l'amitié dans le jardin, entre amis, on se reçoit, on est à égalité, hommes, femmes, esclaves, pas esclaves, etc. Rien de tout ça ne compte. Bon, c'est magnifique. Et au contraire, dans les courants idéalistes, là plutôt, bon, Aristote justifie l'esclavage. Platon ne le justifie même pas, tant ça lui paraît naturel, quelque part. Hein. Bon, donc, mais comme ce sont des rationalistes, tous ces gens-là, même Platon, Aristote et ainsi de suite, il y a toujours de la démocratie quand il y a du rationalisme. Puisque l'idée du rationalisme, c'est qu'on a la raison, et vous et moi, vous l'avez, et l'esclave là aussi. Parce que même quand on le commande, il faut qu'il comprenne ce qu'on lui dit. Il comprend les ordres, hein, donc c'est pas une bête brute, quelque part. Et donc Aristote explique que, oui, l'esclavage, parce que, bon, il y a des gens qui comprennent les finalités, il y en a d'autres qui ne les comprennent pas, il y a des intelligents, il y a des moins intelligents, et, dit-il, il est de l'intérêt des moins intelligents d'être commandé par les intelligents. L'esclavage n'est pas arbitraire, s'il est fondé sur le fait que les uns savent et les autres ne savent pas. Mais du coup, quand il justifie ainsi l'esclavage, vous voyez bien que ce n'est pas une véritable justification, puisque ça veut dire que s'il y a des maîtres stupides et des esclaves intelligents, il est aberrant que les maîtres stupides commandent à des esclaves intelligents. Donc ce n'est pas une véritable justification de l'esclavage, qui signifie que tu es esclave et puis ferme ta gueule, quoi. Et puis c'est moi qui commande et puis je ne veux pas le savoir, comme on dit brutalement à l'armée quelquefois. Donc, cette ligne, elle se développe déjà dans l'Antiquité. Elle est quelque peu, au départ, interrompue par, bon, ce qui va être la chute de l'Empire romain, les invasions barbares, rappelons-les comme ça pour rester dans le fil d'une tradition contestable. Puis, bon, l'émergence, en fait, des grandes religions monothéistes, qui vont quelque part, au départ, vouloir interrompre le fil de la philosophie, avec l'idée que, bon, il faut croire, il ne faut plus s'embêter avec tout ça, effectivement. Même si il y a aussi de grands penseurs philosophes comme saint Augustin par exemple. N'empêche que le Moyen-Âge va devoir reconquérir toute une espèce de respiration philosophique qui au départ est un peu perdue. Hein. Mais même au Moyen-Âge, c'était extrêmement intéressant, alors qu'il n'y a finalement que des clercs, c'est-à-dire des gens tonsurés qui portent la soutane, hein, qui finalement vont développer la philosophie soit dans des écoles comme ce qui va devenir la Sorbonne à Paris, soit dans des couvents, hein, littéralement. Bon, eh bien, ils discutent entre eux pour préciser ce qu'est le dogme catholique, pour voir comment on peut l'accorder avec ce qu'on sait des sciences venues de l'Antiquité, de ce que nous a légué par exemple Aristote. Et puis les musulmans vont faire la même trajectoire de leur côté, avec des penseurs comme Averroès, par exemple. Et donc, bon, bah, tous ces gens se disent, par exemple, Averroès, c'est extraordinaire. Hein. Je trouve que c'est un penseur que les jeunes de tradition musulmane devraient vraiment étudier. Lisez ce qui s'appelle le discours décisif d'Averroès. Averroès nous explique que oui, il faut être croyant, mais bon, c'est quand même Dieu qui a créé à la fois la révélation et la raison. Et comme c'est Dieu qui les a créés toutes les deux, il ne peut pas se contredire. Il faut nécessairement que la révélation et la raison soient en accord. Et bon, quand donc il semble que la raison et la révélation sont en désaccord, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que consulter la raison? Puisque la révélation, on ne va pas en avoir toutes les 5 minutes, là, dire Dieu, vous pouvez m'expliquer là, ce passage du Coran, etc. Donc, bon, ben voilà, à partir du moment où la raison et la révélation sont en désaccord, en apparence, il faut interpréter le texte religieux rationnellement. Et bon, c'est extraordinaire. Et saint Thomas d'Aquin, pour les catholiques, va à peu près faire le même trajet, d'ailleurs en connaissant Averroès. Et donc, bon, Aristote va redevenir une référence majeure, et c'est pas rien, à travers le Moyen-Âge, pour bon, reformer les bases de la rationalité, reprendre de l'élan, en quelque sorte. Tout ça va être bousculé, et il faut bien le comprendre, non pas seulement par l'histoire de la philosophie, mais par l'histoire des hommes, et par l'histoire globale, en quelque sorte. Et dans cette histoire globale, au XVIIe siècle en particulier, par ce qu'on appelle la révolution copernicienne. Deuxième grand moment de l'histoire philosophique. Premier grand moment, c'est l'histoire grecque, foisonnante, extraordinaire. On ne peut qu'avoir une admiration éblouie pour tout ce qu'ont produit les Grecs. Hein. Et c'est d'ailleurs scandaleux, je le dis au passage, la façon dont la Grèce, notre mère à tous, a été traitée par l'Union européenne, hein, il y a quelques années. Quoi. Bon, vraiment, ça en dit long sur la barbarie de l'Union européenne. Quoi. Mais bon, après, nous sommes dans ce XVIIe siècle, qui lui aussi est une période de floraison extraordinaire d'un point de vue intellectuel, préparée par la Renaissance italienne,
mais qui donc va aboutir à Copernic avec cette découverte extraordinaire que voilà, le Soleil est au centre du système du même nom, que c'est pas la Terre, qu'il faut décentrer le regard, avec l'idée qui va débouler derrière de l'infini, cette phrase que reprend Pascal qui nous dit que le monde est une sphère dont le centre est partout et dont la circonférence est nulle part. Hein, si c'est pas une phrase dialectique, ce genre de choses, on ne sait pas ce qu'on peut appeler pas dialectique. Et puis Galilée, voilà, Galilée qui lui va en quelque sorte, si je puis dire, en créant un néologisme, terrestriser Copernic, hein, en étudiant la chute des corps, en découvrant les planètes de Jupiter avec sa lunette astronomique, en provoquant l'Église involontairement, puisque Galilée était lui-même un religieux. Hein. La contradiction, elle travaille dans le camp de l'idéalisme, dans le camp aussi des classes dominantes. Sinon d'ailleurs, les classes dominées seraient éternellement dominées, n'auraient aucun espace. Il faut qu'il y ait des brèches du côté des classes dominantes pour que les classes... Quand les chats se disputent, les souris peuvent sortir du trou, quelque part. Là, voilà, émerge la physique, émerge l'astronomie moderne. Derrière émerge une nouvelle conception des mathématiques, puisqu'on se rend de plus en plus compte, un grand nom ici c'est Kepler. Kepler, donc, qui va expliquer véritablement le mouvement des planètes, qui va véritablement leur donner un cadre mathématique, montrer que leur mouvement est elliptique et non pas circulaire comme on le croyait, toutes sortes de choses comme celle-là, qui vont faire tomber la vieille astronomie et qui vont la remplacer par quelque chose de complètement nouveau, sidérant littéralement, c'est le cas de dire, puisque le mot sidérant vient du mot qui signifie ciel en latin. Et donc effectivement à partir de là, la philosophie est bousculée, dynamitée. Le cadre de l'aristotélisme antique lui-même, qui englobait à peu près, avait réussi à englober à peu près les sciences de cette époque-là, explose littéralement. Et donc il faut penser une société, il faut penser une nature complètement nouvelle, dans laquelle effectivement ce qui va régner, ce n'est plus cette centralité de l'homme, hein, qui était un peu au cœur de la création, vers laquelle tout tendait quelque part, comme c'est le cas dans les religions la plupart du temps, et au contraire, nous sommes lâchés dans l'univers. Pascal, au XVIIe siècle, grand savant lui aussi, physicien, mathématicien, Pascal va s'exclamer dans les pensées que le silence éternel de ces abîmes infinis m'effraie. Alors qu'auparavant, dans l'Antiquité, l'univers c'était le cosmos, c'est-à-dire l'ordre, le bel ordre, cosmos qui a aussi donné le mot cosmétique, hein, donc la beauté. Là, quand je regarde le ciel, c'est plus la beauté qui me tombe dessus, c'est cet infini glacial, en quelque sorte. Je suis perdu là-dedans, j'ai pas de boussole, mon Dieu, où je vais, hein, quelque part. Ça c'est le XVIIe siècle, il bouscule tout, il va faire apparaître les grandes métaphysiques du XVIIe siècle, qui sont toutes plus ou moins basées sur un lien étroit entre la science nouvelle, celle qui émerge, et la philosophie. Comment penser, comment refaire cette synthèse qu'avait réussi à faire Aristote, mais dans les conditions de la science moderne. Et là, le grand penseur, c'est Descartes. Le grand renouveau, le grand révolutionnaire, c'est Descartes. C'est le discours de la méthode. Tout homme cultivé doit avoir véritablement lu le discours de la méthode, même si on ne le comprend pas bien au départ, la langue est celle du XVIIe siècle, etc. Il faut le faire, ne serait-ce que pour sentir le souffle d'une révolution de pensée, d'une révolution épistémologique et ainsi de suite, d'autant qu'il se termine, le discours de la méthode, après ces 4 grandes parties philosophiques, par des traités scientifiques, dans lesquels, successivement, coup sur coup, Descartes accouche de la géométrie analytique, de la dioptrique, c'est-à-dire la science optique, et de la mécanique moderne, en fin de compte, hein, avec donc toute la théorie du choc, de l'action et de la réaction, et j'en passe. Alors voilà, c'est le nouveau cadre. Mais alors, du coup, que faire de la religion? Parce que tous ces gens-là sont chrétiens quand même, hein. Et puis en plus, ils ont intérêt à faire gaffe à ce qu'ils racontent, parce que Galilée a failli brûler vif. Hein. Et Descartes a pour devise l'arguatus prodeo, c'est-à-dire j'avance masqué. J'avance masqué. Et la devise de Spinoza, un peu plus tard, sera caute, c'est-à-dire méfie, comme on dirait en marseillais, si l'on peut dire. Hein. Quelque part, méfie-toi. Il me semble que Descartes justifie rationnellement l'existence de Dieu. Alors oui, mais voilà, il la justifie, il donne des preuves.
Voilà, mais c'est justement parce que la science nouvelle fait que Dieu, c'est plus naturel. C'est plus, il s'impose pas, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Que devient ce bonhomme voilà, le monde devient une sorte de mécanique chez Descartes, comme une horloge. Et le propre de l'horloge, c'est qu'elle marche toute seule. Et que donc, bon, il y a un modèle aussi, même à la limite, pour comprendre l'homme. Ne serions-nous pas nous-mêmes une mécanique? Ne serions-nous pas, enfin, c'est l'ancêtre de la robotique. Pascal, à la même époque, Pascal et Descartes se connaissaient, Pascal, à la même époque, est un ingénieur de premier plan, puisqu'il va inventer ce qu'on appellera après la pascaline, c'est-à-dire la première calculatrice, la première machine à calculer. Et bon, c'est un entrepreneur capitaliste, bénévole qui plus est, hein, mais capitaliste quand même, qui met en place les premiers transports publics parisiens. Les carrosses à 5 sous, je crois, peut-être je me trompe sur le chiffre, bon, avec des arrêts là, périodiques, et puis les gens montent là-dedans comme des omnibus, quoi. Bon, enfin bref, tous ces gens-là sont vraiment dans une nouvelle perspective, avec derrière, on le voit facilement, la montée de la bourgeoisie, la montée du marché capitaliste. Tout ça ne vient pas par hasard après ce qu'on a appelé les grandes découvertes, le tour du monde par Magellan, la découverte par les Occidentaux, par les Européens plutôt de l'Amérique. Bon, il y avait déjà des gens avant, hein, bien sûr. Mais donc l'exploitation du nouveau continent, l'afflux d'or et d'argent qui va venir du Pérou, les modifications fondamentales du commerce que ça va introduire, l'explosion de l'économie marchande, puis du capitalisme, puis l'apparition des banques, etc., etc. Toutes ces choses-là, voilà l'arrière-plan de cette métaphysique du XVIIe siècle, avec là aussi des courants divergents, idéalisme, matérialisme. Le courant idéaliste va se manifester à travers Descartes. Descartes est un grand mécanicien, il veut expliquer le monde par lui-même, sans intervention étrangère. Il est matérialiste en ce sens, mais il fait des concessions à la croyance religieuse. Je pense qu'il reste chrétien au fond de son cœur, quoi. Et puis même, d'une façon globale, il faudrait, s'il n'avait pas été chrétien, il n'aurait pas pu le dire, hein. Et donc, bon, il va donner un certain nombre de preuves, croit-il, en tout cas, de l'existence de Dieu. Mais c'est ce qui va justement aussi déchaîner contre lui les vrais croyants. Parce qu'à s'acharner comme ça à prouver que Dieu existe, ça prouve quelque part que ça ne va pas de soi. Hein, et que, bon, voilà, il faut non pas croire en Dieu, mais savoir que Dieu existe. Et faire passer Dieu du côté du savoir, plus que du côté de la croyance. À trop vouloir prouver Dieu, on le sape. On le déstabilise, on le marginalise, effectivement, hein, bien sûr. Lénine dira en rigolant, quand il commentera la logique de Hegel un peu plus tard, il met en note le mot. Il voit que le mot Dieu apparaît souvent dans la logique de Hegel, il trouve que c'est dommage parce que ça déflore, défrise cette logique. Et il met en marge, quand il voit le mot Dieu, ce pauvre bon Dieu, chaque fois qu'apparaît le mot existence, il se sent visé, hein, quelque part. L'air de dire, bon, effectivement, que voilà, l'existence de Dieu est problématique. Et que, bon, prouver Dieu, c'est le contester quelque part, c'est le soumettre à la discussion. C'est le soumettre à la discussion rationnelle. Puis Descartes aussi, crée cette grande philosophie mécanique, et il est très embêté par l'âme. Que faire de l'âme là-dedans? Parce que Descartes, c'est aussi l'homme du je pense, donc je suis. Donc, ma pensée, c'est mon existence. Être, c'est penser. Si je cesse de penser, je n'existe plus. Et c'est incontestable, en un sens. Parce que, admettons que quelqu'un n'existe plus que comme un corps souffrant sur un grabat, hein, et qu'il n'ait plus aucune pensée, dira-t-on encore qu'il est vivant? Oui, peut-être, bon, d'un point de vue purement biologique, mais le sujet, la personne que nous aimions a disparu, quelque part. Donc l'être, c'est la pensée. Et en même temps, je vois le corps. Le corps, il est dans le domaine de l'espace, de l'étendue. Je dois pouvoir l'expliquer comme une machine. Chez Descartes, il n'y a plus du tout ce qu'il y avait chez Aristote, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'âme des choses. Les choses ne sont plus animées par des âmes. Les choses sont animées par des chocs. Pim, boum, voilà, comme au billard, en quelque sorte, si vous voulez. Et donc action, réaction, et ainsi de suite, la mécanique, quoi, au sens plat. Et tout ça doit pouvoir être mathématisé. On doit faire des équations qui permettent de dessiner les trajectoires des corps, les hyperboles, les paraboles, tout ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école, et dont on ne sait même plus que ça vient de Descartes, alors que, bon, ça s'appelle les repères cartésiens, hein, les repères, la X ou Y, qu'on apprend à tracer. Voilà, alors, il est embêté, Descartes. Lui, son idéalisme, sa tentative de concilier le matérialisme pour expliquer la nature et
l'idéalisme pour expliquer la pensée et le rapport à Dieu, etc., ça va craquer. Ça va craquer assez vite grâce à une femme importante dans l'histoire de la philosophie qu'on néglige quelque peu, qui est la princesse palatine, avec laquelle Descartes est en correspondance régulière, Élisabeth, la princesse Élisabeth, une Allemande. Ils correspondent en français, etc. Elle est très érudite, etc. Et elle lui fait remarquer que sa théorie de l'union de l'âme et du corps ne marche pas, ne fonctionne pas. Parce que, bon, comment l'âme commande-t-elle le corps? Si l'âme est immatérielle, si le corps est matériel, et si le corps ne se meut que par choc, comment elle fait l'âme pour choquer le corps, hein? Parce que, bon, si l'âme est comme une espèce de fantôme qui passe à travers les murs, elle aura beau appuyer sur mes nerfs, sur mes canaux, etc., il ne se passera rien, elle va passer à travers. Et inversement, comment le corps peut-il transmettre ses émotions à l'âme? Si par exemple, alors le mot émotion au sens large du terme, très large du terme, par exemple la souffrance, la douleur. Si on me donne un coup de pied dans le genou, par exemple, j'ai mal. Comment ça se fait? Comment ça se fait, puisque je ne devrais pas. Au fond, l'âme, elle ne devrait pas être émue, c'est-à-dire mue par le corps. Émue, ça veut dire mue du dehors, ex-mue, effectivement. Elle ne devrait pas être émue. Or, elle l'est. Nous souffrons, et alors Descartes va écrire le traité des passions, un peu pour expliquer comment l'âme est unie au corps, mais c'est pas satisfaisant. Et celui qui va montrer que c'est pas satisfaisant du tout, qu'il faut passer tout à fait à autre chose, et là, boum, une fois de plus, l'idéalisme se dynamite lui-même. En gros, c'est pas le matérialisme souvent qui vient contester l'idéalisme, c'est l'idéalisme qui, par ses propres contradictions, va obliger à des gens qui sont gênés de le faire, qui n'ont pas envie d'aller vers ça, en quelque sorte. Et bon, on a ici, en gros, un moment très important du matérialisme, qui apparaît pourtant sous une forme terriblement idéaliste. La forme paraît très idéaliste, le contenu est très matérialiste. C'est Spinoza et c'est sa philosophie qui apparaît dans un texte éblouissant, qui est difficile, qui est compliqué, qui est pourtant extrêmement émancipateur et libérateur, qui s'appelle L'éthique. Voir le sous-titre, l'éthique démontrée, more géométrico, à la manière des géomètres. Et là-dedans, c'est plein de théorèmes, de lemmes, de corollaires, de postulats, d'axiomes, etc. Bref, c'est assez aride, quoi. Mais il y a des moments où Spinoza se lâche un petit peu et commente ce qu'il a dit lui-même. Et donc là, il y a appendice, il y a scoli, etc. Et c'est les grands moments, en fait. C'est les moments vraiment importants. Et là, il polémique. Là, il polémique, et on voit bien que sa polémique est constamment tournée contre les idéalistes, d'une manière ou d'une autre. Et que, en fait, en gros, il ne veut plus d'une philosophie qui va charrier les vieilleries de l'Antiquité, qui va reproduire les passages les plus, comment dire, magiques de l'écriture sainte. Spinoza est aussi quelqu'un qui est élevé dans la tradition rabbinique, hein, il était juif, et il était destiné à devenir rabbin par ses parents. Puis bon, ça marche pas. Il relit les textes religieux, il les relit de façon rationnelle, ça fâche terriblement sa communauté, il en est exclu, il est excommunié par la synagogue d'Amsterdam, et il est finalement donc même victime d'un attentat intégriste. Il tente de le tuer, hein, ni plus ni moins, en quelque sorte. Et par ailleurs, ça ne vous surprendra pas, c'est toujours comme ça, les grands rationalistes se lient au mouvement démocratique des peuples. Spinoza soutient la République hollandaise, dont les oligarques qui la commandent ne veulent plus, ils veulent la remplacer par une soumission à la monarchie anglaise, à la monarchie de la dynastie d'Orange. Et là aussi, Spinoza va tenter de défendre les républicains au péril de sa vie. Bon, enfin, passons. Donc, il écrit tout ça, il y a un grand développement là-dedans. Mais bon, la forme est quand même assez idéaliste, parce que Spinoza utilise le vocabulaire de la métaphysique et le vocabulaire de la religion. Dieu, la nature, c'est-à-dire Dieu. Dieu, c'est-à-dire la nature. Et ainsi de suite. Bon, alors, voilà. Est-ce qu'il est idéaliste? Est-ce qu'il est matérialiste? Le combat se passe à l'intérieur même du spinozisme. Il y a des spinozistes qui vont tirer plutôt Spinoza du côté de Dieu, d'autres plutôt du côté de la nature. Bref, on est dans un moment de bascule, d'équilibre. Hein. Et bon, c'est un philosophe, d'une certaine façon, qui est à la croisée de tous les courants, et c'est pour ça que d'ailleurs, bien souvent, il plaît à tout le monde. Il déplaît à tout le monde aussi. Hein. Il déplaît à tout le monde quand il va un peu sur les terres de l'adversaire, qui dit des choses qui déplaisent, et puis
Il plaît au contraire à ceux qui veulent voir une espèce, comment dirais-je, de consécration de leur philosophie. Bergson, philosophe très idéaliste, disait que tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. Bon. Et d'un autre côté, les matérialistes ont toujours mis Spinoza sur un socle, en quelque sorte. Parce que c'est un héros aussi, c'est un héros de la pensée philosophique, et même un héros tout court, puisque, bon, c'était un homme d'un grand courage, un des premiers grands philosophes de l'histoire, qui était aussi un travailleur manuel, puisqu'il gagnait sa vie en polissant des lentilles pour les microscopes, les télescopes, etc., qui commençaient à faire fureur à l'époque, en quelque sorte. Enfin bref. Et alors là, la contre-attaque arrive du côté de Leibniz. Leibniz, lui, grand penseur aussi, bon, moi je suis un peu leibnizien quelque part. J'ai étudié la philosophie à travers Leibniz, c'est mon auteur favori, si l'on peut dire d'une certaine façon. Mais c'est un idéaliste, et c'est aussi un homme des classes dominantes. Là, c'est très clair, quand on voit le dessin de Spinoza, quand on voit celui de Leibniz en majesté avec sa grande perruque et ainsi de suite, on voit bien que ce sont deux mondes. Et Leibniz, il connaît Spinoza, il essaye aussi quand même, il le rencontre d'ailleurs. Et il essaye de l'intégrer, parce que les philosophes ne sont pas des brutes, quelque part. Et quand il repère l'intelligence. Quand on a en face de soi quelqu'un d'intelligent, ça se voit, ça saute aux yeux, si on n'est pas bête soi-même, si on n'est pas trop bête soi-même. Donc en fait, que faire de tout ça? Et il va essayer de sauver l'idéalisme. Alors qu'en même temps, Leibniz est un penseur majeur des mathématiques, c'est un des créateurs du calcul infinitésimal, enfin passons. Donc cette tradition-là, elle émerge, la philosophie se refond en quelque sorte au XVIIe siècle, mais tout de suite, en se refondant, elle éclate à nouveau, quelque part. Les deux traditions se remettent à diverger. Et là, le penseur qui va tenter véritablement de surmonter tout ça, ça sera Emmanuel Kant. Emmanuel Kant au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe, disons en gros. On ne peut pas le penser totalement sans voir que Kant est un penseur des Lumières, qu'à l'arrière-plan, il y a la philosophie des Lumières, il y a le matérialisme français avec Diderot, il y a le scepticisme anglais avec David Hume, il y a donc une bagarre intense au niveau philosophique. Les luttes de classe se passent largement sur le terrain philosophique, quelque part, parce que le terrain politique n'est pas encore bien décanté. Donc c'est d'abord au niveau des idées les plus générales que les classes sociales s'affrontent secrètement, quelque part. Et donc Kant arrive sur ce terrain qu'il appelle d'ailleurs un Kampfplatz. Le Kampfplatz, c'est-à-dire le champ de bataille de la métaphysique, avec toute cette métaphysique. Alors Kant est un logicien, est un professeur de philosophie, mais aussi, à l'époque, quand on dit philosophie, c'est la physique, c'est les mathématiques, on ne fait pas les catégories étanches, là, étroites et bêtes, finalement, qui sont celles de la société capitaliste contemporaine, en quelque sorte. Et Kant est embêté par différentes sortes. D'abord, Kant est un penseur du négatif. Il travaille les mathématiques, il travaille la physique, il travaille toutes sortes de choses comme ça. Et il voit qu'on ne peut pas penser la réalité sans penser le négatif, c'est-à-dire, par exemple, sans utiliser les nombres négatifs, qui sont issus largement de l'algèbre et de Viette en France, de Descartes, etc. Toute cette tradition. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que c'est qu'un nombre négatif? Qu'est-ce que c'est qu'une grandeur négative? Et le négatif, ça existe. C'est quand même extraordinaire, puisque dans la tradition logique antique, il n'y a que le positif qui existe. Le négatif n'est que l'ombre du négatif. L'ombre, c'est pas une chose, c'est justement son absence plutôt. Et non, quand même, il faut penser le négatif. Même Kant anticipe la notion d'inconscient. Pas du tout comme Freud, en mettant des gens sur un divan, etc. Ça, c'est pas son truc. Mais il voit bien qu'il n'y a pas de conscience sans inconscient, sans le négatif de la conscience, comme le négatif de la photo, comme on dira plus tard. Donc déjà, il y a ça chez lui. Et donc, il est troublé par la contradiction. Est-ce que c'était pas déjà chez Spinoza, quand il dit que toute détermination est une négation Alors, oui, très, très bien vu, effectivement. Mais alors, chez Spinoza, c'est un peu marginal de dire ça. Si je me souviens bien, ça apparaît dans une des lettres de Spinoza. C'est à propos des figures géométriques qu'il dit ça. Il ne le dit pas en général, si l'on peut dire. Spinoza est un penseur plutôt de l'affirmation.
Pour lui, l'infini n'est pas négatif, il est affirmatif. Il n'y a pas à expliquer pourquoi les choses... l'infini, c'est extraordinaire, cet infini de Pascal qui le trouble les temps, etc., ne trouble pas tant que ça Spinoza. Puisque Dieu et la nature ne font qu'un, si l'on peut dire, c'est qu'il n'y a rien à l'extérieur de la nature. Et donc, il n'y a rien de plus naturel que l'infini, puisqu'il n'y a pas de borne, hein, puisque la nature comprend tout. Bon, donc c'est plutôt le fini qu'il faut expliquer. C'est plutôt pourquoi des choses sont là, une chaise, une table, bon, etc., où s'arrêtent, où commencent les choses, etc. Et il le dira donc au sujet des figures géométriques. Chez Kant, c'est encore plus central. Ça devient de plus en plus central. C'est pas totalement un hasard, parce que le XVIIIe siècle, il n'y a pas que la contradiction qui apparaît sur le terrain des sciences physiques, etc., ou biologiques. Il y a la contradiction qui apparaît dans la vie courante. Kant est contemporain d'un petit truc qui s'appelle la Révolution française, par exemple, hein, qui va vraiment bouleverser toute l'histoire humaine. À l'arrière-plan duquel se trouve la philosophie des Lumières française, l'économie politique qui germe d'abord en France puis en Angleterre, et puis la philosophie allemande. Et dans la philosophie allemande, effectivement, et dans la philosophie tout court du XVIIe siècle, eh ben, ce trouble qui apparaît dans la tête de Kant, c'est que qui de plus logique que Spinoza? Qui de plus logique que Leibniz? On ne va pas trouver des gens plus logiques que ça, ou que Descartes. Et pourtant, ces gens qui sont hyper logiques, qui, quand ils partent de A, développent B, C, D, etc., arrivent à des conclusions opposées, différentes et opposées. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Merde alors, quoi, quelque part. Et Kant le dit dans une lettre, il dit mon point de départ, le point de départ de la critique de la raison pure, c'est la contradiction dans la raison. Mince, alors la raison était censée nous protéger des contradictions, et voilà que c'est en elle qu'elle regerme. C'est un peu comme, bon, on la jette pas, comme le chewing-gum, quoi, quelque part, hein, qu'on enlève de la main droite et qu'on retrouve sur la main gauche, et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Le sparadrap du capitaine Haddock dans je ne sais plus quelle bande dessinée de Hergé, quelque part. Voilà la contradiction. Et donc, il écrit la critique de la raison pure à partir de là, en constatant qu'il y a un scandale, ce qu'il appelle le scandale de la contradiction de la raison avec elle-même. Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est dans un passage de la critique de la raison pure qui s'appelle, ô merveille, dialectique transcendantale. Voilà. Donc, les antinomies de la raison pure. Il va démontrer sur une page que, par exemple, il va faire les deux démonstrations opposées, Kant, que le monde ne peut qu'avoir un commencement dans le temps, autrement dit qu'il a été créé, et s'il a été créé, qu'il a été créé par Dieu, il ne peut pas être sorti du néant, quoi. Ou, au contraire, que, bon, voilà, on doit toujours remonter d'une cause à une autre, d'une cause à une autre, d'une cause à une autre, et cela à l'infini, et que donc le monde n'a jamais été créé. Et les deux démonstrations sont aussi logiques et imparables l'une que l'autre, et c'est un homme qui enseigne la logique à l'université qui écrit ça. Bon, alors après, il développe quoi comme idée? Ben, la conclusion, c'est que la raison pure ne mène à rien. Je résume. Les kantiens qui m'écouteront diront « Oh là là, qu'est-ce que c'est grossier ». Je résume. Voilà, sinon on ne prend jamais, on n'attrape jamais le loup par les oreilles, quelque part. Et après, on se bat avec le loup, mais il faut d'abord l'attraper par les oreilles. Et donc, en fait, il faut comprendre que la raison n'a d'usage que lié à l'expérience. Quand on la lie à l'expérience, c'est ce que fait la physique, c'est ce que fait la chimie, etc. Là, on est sur du solide. Et là, effectivement, donc, les catégories de la raison que Kant va repérer vont fonctionner pour produire la science. Mais la métaphysique, terminée, ce n'est qu'une illusion. Et donc, on ne peut pas savoir si le monde a une origine ou s'il est infini dans le temps. On ne peut pas savoir s'il est infini dans l'espace ou s'il y a des bornes. On ne peut pas savoir s'il est divisible à l'infini. Autrement dit, s'il faut s'arrêter, si on ne s'arrêtera jamais, on trouvera toujours plus petit que les molécules, que les atomes, que les particules, etc. Ou si au contraire, il y a un point d'arrêt, c'est impossible. On ne peut pas savoir d'où sort l'homme, d'où sort sa pensée. Et donc, la pensée de Kant aboutit à ce qu'on appelle un agnosticisme. C'est-à-dire que la raison doit savoir se limiter elle-même. Critique de la raison pure, la raison doit être comme un bon ophtalmologiste qui fait son propre champ visuel. Il y a ce que je peux voir et il y a ce que je ne peux pas voir. Du coup, Kant va aboutir à l'idée qu'on ne peut pas véritablement exclure totalement la foi religieuse. Parce que je ne peux pas finalement répondre à la question de savoir si Dieu existe ou s'il n'existe pas. Les preuves de Descartes, pour Kant, ne valent rien. Les preuves de l'existence de Dieu
que fournit Descartes ne valent rien. Bon, enfin, en gros, voilà, après, je dois faire pourtant dans ma vie pratique. Et dans ma vie pratique, je dois faire comme si Dieu existait. Je dois faire comme s'il y avait un au-delà. Je dois faire comme si j'étais un être libre. Mais je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si Dieu existe. Je ne sais pas s'il y a un au-delà. Je pense même que Kant ne croyait pas qu'il y avait un au-delà, etc. Mais il faut faire comme si, parce que sinon l'homme de bien et le salaud vont aboutir au même résultat qui est le néant. C'est-à-dire que j'ai pratiqué la vertu pendant toute ma vie, ou que je me sois comporté comme un boucher sanglant, tout le monde aboutit au néant, etc. Donc c'est décourageant, ça décourage complètement l'action morale. Voilà, donc je dois faire comme si j'étais un sujet libre. Je peux toujours me dire, bon, moi qui suis scientifique, que en fait, quand je crois choisir, c'est parce que bon, les influx nerveux dans mon cerveau, etc., les échanges chimiques et ainsi de suite, m'ont déterminé à sortir par la porte de gauche plutôt que sortir par la porte de droite pour ceux qui font de la politique. Après, je peux toujours me dire, ouais, en réalité, tiens, c'est bizarre, les ouvriers étaient plus nombreux au Parti communiste que les capitalistes. Quel hasard, effectivement. Bon, je peux toujours me le dire, mais n'empêche que quand je choisis, je dois prendre mes responsabilités et je dois faire comme si c'était moi, véritablement moi, qui décidais. Bon, la philosophie de Kant est grandiose de ce point de vue-là. À l'arrière-plan, elle a la Révolution française. Kant était républicain, et il était républicain en pays prussien, ce qui n'était pas une mince affaire, et il admirait Rousseau. Il admirait le contrat social de Rousseau, et la seule fois qu'il est arrivé en retard à son cours, c'est parce qu'il avait commencé à lire le contrat social et qu'il l'a lu d'un bout à l'autre, ce qui est un exploit parce que c'est pas un texte, c'est aride, c'est difficile. Mais bon, voilà, ça c'était Kant, c'est la puissance mentale qui était la sienne. Voilà, et puis dans la pensée, il faut faire comme si l'humanité était capable d'imposer la paix universelle, parce que c'est anormal que les hommes se battent entre eux. Kant est un grand penseur de la paix. Est-ce qu'on en reste là? Ça serait extraordinaire. La synthèse de Kant est quand même presque aussi admirable que celle d'Aristote. Mais elle a un défaut. Elle a un défaut majeur, c'est que la synthèse d'Aristote, elle, donnait finalement raison à la raison. Tandis que la synthèse de Kant est boiteuse. Elle donne raison à la raison sur le terrain scientifique, mais en même temps, elle dit, bon, la science va pouvoir vous expliquer pourquoi le courant passe ou le courant ne passe pas, si vous voulez, si vous faites de l'électricité, par exemple. Mais sur les grandes questions, les questions les plus décisives, la raison est muette. Et il vaut mieux qu'elle se taise, parce que dès qu'elle commence à développer quoi que ce soit, elle va aboutir à des contradictions. Et donc, comme la contradiction, c'est quand même, pour finir, le grand scandale, bon, on va en rester là. Et c'est là que, justement, quelqu'un comme Hegel, qui n'est pas moins idéaliste que Kant, qui était même destiné à devenir pasteur, comme Spinoza était destiné à devenir rabbin, vous voyez que bon, c'est ce que Hegel appellera lui-même les ruses de la raison, qui passent toujours par les endroits les plus inattendus, en quelque sorte. Hegel arrive et il dit, mais c'est pas satisfaisant, quoi, quand même. C'est pas satisfaisant que, pour finir, la raison dise, je pose le sac. Et voilà, bon, et puis je fais comme si, mais finalement, je me dis que, ouais, bon, en réalité, Dieu n'existe pas, ou en tout cas, je peux supposer que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de paradis, et que je ne suis pas si libre que ça, que, bon, voilà. Donc, c'est pas possible, quoi. Il faut, et donc, c'est là que Kant va, lui aussi, faire comme Platon, il va finir le parricide de Platon, là. Et il va dire, tiens, et si pour finir, il fallait pas aller jusqu'au bout, il fallait pas avoir le courage, parce que c'est ça dont a manqué Kant pour finir, non pas d'intelligence, mais de courage. Il ne fallait pas aller jusqu'au bout et dire que, ben voilà, la raison doit affronter la contradiction, et même la contradiction dans la raison, c'est la logique dialectique. Mettre en place une logique qui n'ait plus peur de la contradiction, qui ne dit plus où ça brûle, la contradiction, quelque chose comme ça, quoi. Et qui affronte ce que déjà les Grecs à l'ancienne avaient tenté d'affronter. J'aurais dû parler du grand penseur grec qui était Héraclite. Mais bon, Héraclite était très précurseur, très précurseur. Personne n'a compris ce qu'il voulait dire. Héraclite l'obscur, disaient les anciens. Bon, est-ce qu'il ne faut pas justement aboutir à ça? Et donc, le chef-d'œuvre de Hegel, ça va être sa logique, la grande logique, dans laquelle il va développer l'idée que l'identité logique, le A égale A, sans lequel on ne fait pas de logique, ni de mathématiques, ni quoi que ce soit, bah lui-même, il nécessite son propre dépassement, l'affirmation
nécessite la négation, qui nécessite la négation de la négation, et un nouveau cycle qui recommence, et ainsi de suite à l'infini, si bien que l'identité elle-même conduit sans cesse au développement. Et sans se renier. Sans se renier, ça ne veut pas dire qu'on abandonne l'identité, que bon, on n'est plus... Non, mais je suis toujours moi, je suis quand même toujours le même. Je dis toujours moi, alors que je peux être... je peux avoir 70 ans et que je suis quand même toujours moi, l'enfant que j'étais, en quelque sorte. C'est là qu'on passe clairement de la logique formelle à la logique dialectique, qui englobe la logique formelle, quoi. Voilà, c'est ça, exactement, exactement. Et la logique dialectique ne renie pas le principe de contradiction à l'ancienne, quoi, si l'on peut dire. Elle ne vous dit pas que les chevaux sont des vaches ou que les tables sont des fers à repasser, quelque chose comme ça. Elle vous dit que l'identité, le A égale A, le je suis ce que je suis, en fin de compte, n'a de sens que par différence. Être ce que je suis, c'est ne pas être ce que je ne suis pas. Et donc, d'emblée, se présente la négation de la négation, puisque pour être ce que je suis, je dois nier ce que je ne suis pas. Et ça, ce n'est pas statique. Ça, c'est justement l'élément de dynamique. C'est ce qui se passe quand on vit, tout simplement. Parce que quand on vit, on ingère ce qui est à l'extérieur. Les biologistes le disent eux-mêmes sans savoir qu'ils sont hegeliens. Quand ils disent que la vie, c'est une sorte de connexion entre le soi et le non-soi. Et donc, bon, je mange, par exemple, ou je respire. Je fais entrer en moi l'autre sans cesse, effectivement. Et pour autant, bon, je le transforme en moi-même, quelque part, et j'évacue ensuite ce qui n'est pas de moi. Il y a des déchets, etc. Il n'y a pas de vie sans déchets, et ainsi de suite. Bon, et donc Hegel va, ou par exemple, de façon très éclairante, très simple à comprendre, il dit, bon, on ne peut pas penser la vertu en elle-même. Et on ne peut penser le bien que par rapport au mal. Si seul le bien était possible, personne ne serait vertueux. Parce que, bon, la vertu serait celle... on respirerait la... On ne sortirait pas du lot. Et puis, il n'y aurait pas de mérite. Il y a du mérite à être vertueux. Il faut bien avoir vaincu quelque chose. On ne peut pas être courageux sans avoir peur. Un type qui se jette du sommet d'une montagne sans avoir peur n'est pas courageux, c'est un con. Voilà, la témérité suppose l'inconscience du danger, il faut que... Bon, voilà. Donc, l'identité se refonde sans cesse dans la négation et la négation de la négation. On retrouve ce qu'avait dit Platon dans le Sophiste, quand il disait que l'être, ou plutôt l'étant, toon, c'est l'autre, tatéron, l'autre. Bon, donc, effectivement, voilà, là, il forme une grande pensée dialectique, cette cathédrale de la logique hegelienne que admirait beaucoup Marx, et ensuite Engels. Et puis, plus encore Lénine, peut-être. Plus encore Lénine, qui est allé jusqu'à dire que si on n'avait pas essayé de se frotter à la logique hegelienne, on n'était pas marxiste, carrément. Alors, ceux les gens qui disent abandonnons la philosophie n'a plus aucun intérêt, ne sont pas léninistes, qui racontent pas qu'ils sont marxistes, qui racontent pas qu'ils sont léninistes. Parce que bon, quand même, je veux bien que Marx et Engels n'aient pas compris ce qu'ils faisaient, mais ils étaient quand même pas si mal placés que ça, surtout quand ils avaient une certaine bouteille, un certain âge, et que bon, ils avaient vraiment travaillé sur toute une série de sujets. Alors bref, voilà, donc là, c'est le legs à travers l'idéalisme. Hein, c'est bon, l'idéalisme lui-même, qui à travers ses contradictions, aboutit à la critique de la raison pure hegelienne, puis à la grande logique, à la critique de la raison pure kantienne, pardon, et à la grande logique hegelienne. Est-ce qu'on en reste là? Et c'est là qu'apparaît le moment marxiste, le moment marxien, si l'on peut dire au départ d'ailleurs, avec bon, deux philosophes, Marx et Engels, qui viennent d'horizons différents, d'ailleurs l'un et l'autre, qui sont tous les deux des révolutionnaires, qui sont tournés davantage l'un vers l'économie, au départ c'est Engels, et l'autre vers la philosophie, c'est Marx, qui est destiné à la philosophie, puisque c'est le doctorat qu'il a passé. Et d'ailleurs, c'est très curieux qu'ils dialectiquement vont échanger leurs casquettes au fur et à mesure de leur évolution, puisque Engels va de plus en plus se spécialiser dans l'étude des sciences exactes, de la nature, etc. Et donc de la philosophie, à travers cela, la philosophie de la connaissance, la philosophie de l'être, de l'ontologie, la dialectique de la nature, tandis que Marx va aller de plus en plus, lui, vers l'étude scientifique de l'économie.
C'est rigolo, je trouve, d'une certaine façon, hein, cette espèce de croisement. Donc à travers tout cela, eh bien, premier élément, la rupture, comme on l'a vu dans une précédente interview, donc effectivement, rompre avec la philosophie, l'idéalisme, etc. Et puis petit à petit, ça ne suffit pas, pour fonder la science de l'histoire, effectivement, et pour fonder ensuite l'étude globale de la nature, pour rompre globalement avec l'idéalisme, eh ben, ils vont avoir besoin de la dialectique, aussi bien sur le terrain historique que sur le terrain des sciences, donc de l'histoire de la nature. Ils vont comprendre cette chose bouleversante, qui est déjà d'ailleurs dans l'idéologie allemande, dans le premier texte de Marx et d'Engels, commun, s'il dit en commun, qui est « Nous ne connaissons qu'une science, la science de l'histoire ». Ce qui signifie que la nature a une histoire. Ce qui est absolument bouleversant, y compris pour des gens comme Hegel, hein, pour qui il y a l'histoire et puis il y a la nature. Et la nature n'a pas d'histoire chez Hegel. Hegel rejette l'idée d'évolution de la nature. Hein. Et donc on est dans... Et donc, phrase bouleversante, la nature a une histoire, et inversement, l'histoire a une nature, puisque l'histoire est ancrée dans les modes de production, et à travers les modes de production, dans la nature. Hein. Quand on produit, si on est menuisier, ben, il faut connaître le bois, quand on est forgeron, il faut connaître le fer, et ainsi de suite. Donc, effectivement, ça se croise, quoi. Que faire de la logique hegelienne à ce moment-là? Et c'est là que, dans un premier temps, bon, ben, Marx et Engels vont se détourner de l'hégélianisme, de l'école hegelienne, etc. Et ils auront raison, hein, parce que, bon, l'école hegelienne, telle qu'elle se prolonge après Hegel, n'est peut-être pas si digne d'intérêt que ça, mais ils vont vite y revenir. Un peu, comment dire, un peu de matérialisme éloigne de l'hegelianisme, pour pasticher une formule de Jean Jaurès. Beaucoup de matérialisme oblige à l'étude critique de l'hegelianisme, pas à redevenir hegelien, comme l'ont fait ensuite certains marxistes qui, en réalité, ont régressé. Il ne s'agit pas de régresser vers Hegel, il s'agit de le dépasser, de s'appuyer sur lui, de le dynamiter sur certains points, etc., de savoir ce que serait une grande logique matérialiste, dont Lénine, dans ses cahiers sur la dialectique, fait obligation aux marxistes de l'avenir d'y travailler un peu, parce que lui, entre-temps, il a eu à gérer la révolution d'octobre. Hein, bon, donc, si vous voulez, c'est un peu tout cela, qui dessine non pas un aboutissement, mais une relance. Moi, je dirais plutôt que le marxisme est une grande relance, un grand rebond, comme on dit en cosmologie, de la dialectique ancienne, issue de Platon, issue de Hegel, et que vont se croiser, donc les deux traditions. C'est un grand moment de croisement, c'est-à-dire la tradition matérialiste et la tradition idéaliste, qui jusqu'alors s'était frontalement combattue, ou parfois ignorée, ou avait prospéré séparément, comme dans une espèce de schizophrénie de longue durée de la pensée philosophique. Là, il y a un moment de réunification conflictuelle, parce qu'il ne s'agit pas, il s'agit bien de donner raison au matérialisme, mais à un matérialisme dialectique, et à un matérialisme historique, car, je manquerais gravement à mon devoir si je ne disais pas cela, le matérialisme dialectique moderne, qui existait déjà sous des formes un peu spontanées dans l'Antiquité chez Héraclite, qui existait chez Diderot dans le Rêve d'Alembert, si on regarde bien, etc. Puis tous les grands moments philosophiques ont comporté toujours, secrètement, dans le placard en quelque sorte, un moment matérialiste dialectique. Mais là, il devient conscient, il devient conséquent, il devient systématique. Et pourquoi peut-il devenir, non pas systématique au sens de construire des trucs, de boucher tous les trous, d'obturer toutes les fenêtres, pas du tout. Mais il devient systémique, disons, plutôt systémique. C'est-à-dire qu'en réalité, le matérialisme dialectique tel que vont le former Marx et Engels peut devenir ce qu'il est parce qu'il s'appuie sur le matérialisme historique. C'est-à-dire parce que, enfin, on peut traiter de l'histoire des sociétés de manière matérialiste. Chez Diderot, ce n'était pas encore le cas. Les philosophes encyclopédistes du XVIIIe siècle, par exemple, étaient, à leur insu, idéalistes sur le terrain de l'histoire. Ils croyaient tous, assez naïvement, que c'est les idées qui font l'histoire, et que, par exemple, donc, si on développait les Lumières, par exemple l'encyclopédie, en vendant beaucoup d'encyclopédies, etc., Condorcet croyait cela, par exemple, il était encyclopédiste aussi, et bien voilà, l'humanité allait progresser par les Lumières directement
vers le progrès, le bonheur, etc., etc. Idéalisme caractérisé, et naïveté caractérisée avec une idée d'une sorte de progrès continu, hein, qui n'est pas du tout l'idée de Marx et d'Engels, qui savent qu'il peut y avoir des régressions dans l'histoire, qui savent qu'il y a des contre-révolutions, pas seulement des révolutions, que bon, tout ça n'est pas guidé par une providence divine, que bon, voilà, qu'il y a des luttes, hein, que c'est finalement la lutte qui décide. Donc à partir de là, ils peuvent fonder un matérialisme dialectique complet. Complet, ça ne veut pas dire achevé. Hein, complet, ça veut dire que on a la carte et la boussole. Ça ne veut pas dire qu'on a fait le chemin. Une fois que j'ai ma carte et ma boussole, si je ne sais pas marcher, si je ne sais pas grimper, si je ne sais pas nager, bah, je reste comme un abruti devant, quoi, en admirant les choses de façon complètement nuageuse. D'ailleurs, on verra dans des prochains épisodes comment on peut utiliser le matérialisme dialectique pour explorer la subjectivité ou la personnalité humaine. Par exemple. Et ben voilà. Et oui, chose que ne pouvaient pas faire Marx et Engels à leur époque. Donc il y a plein de domaines, mais on voit un peu comme sur les cartes du XVIIe siècle, quand il est écrit Terra Incognita, terre inconnue, parce que ce n'était pas encore exploré. Mais ce n'est pas rien de dire que, par exemple, pour le cœur de l'Afrique, on va écrire Terra Incognita, parce qu'on sait au moins ce qu'il y a à explorer. Hein, c'est pas plus que ça. Bon, mais c'est déjà énorme. Marx et Engels disent, voilà, on a les éléments pour comprendre comment fonctionne l'histoire. On a les éléments pour comprendre comment fonctionne la société capitaliste, à travers le capital, ce qui n'est pas la moindre œuvre. Et on va, à partir de là, si on sait hériter, concept majeur chez Marx et Engels, l'héritage. On pourrait penser que les marxistes sont contre l'héritage. Quelle bêtise! Ils sont contre l'héritage capitaliste, contre l'héritage féodal. Ils ne sont pas contre l'héritage en général. L'humanité a passé son temps à hériter. Et c'est pour ça qu'on n'est pas des bêtes brutes et qu'on a autour de nous des tables, des chaises, qu'on parle une langue, on en parle plusieurs, que, bon, voilà, il y a les maths, il y a la physique, il y a les arts plastiques, tout ce qu'on voudra. Tout ça est un énorme héritage. Et chaque enfant qui vient au monde redécouvre un héritage, il a à faire tout ce trajet. Et c'est pour ça aussi que la psychanalyse, des trucs comme ça sont importants, parce que c'est pas rien d'être un être humain. On devient un être humain. On cite tout le temps la phrase de Simone de Beauvoir qui dit « on ne naît pas femme, on le devient ». Mais Erasme avait dit de façon plus large encore « on ne naît pas homme, on le devient ». Il faut assimiler tout l'héritage. On n'a pas beaucoup de temps, c'est l'enfance. C'est difficile l'enfance, etc. Enfin bon, il y a des choses ici que vont explorer par la suite des tas de marxisme nouveau. Le marxisme ouvre, hein, il ne ferme pas, il ouvre des fenêtres extraordinaires, en quelque sorte. Explorer le langage, explorer la subjectivité, tout ça de façon matérialiste, mais ça devient possible. Ça devient possible grâce au matérialisme historique, grâce à l'héritage de la logique hegelienne qu'il faut travailler, et à travers elle de Kant et de toute la métaphysique du XVIIe, et derrière de tout ce qui nous arrive de l'Antiquité. Tout ça, c'est un énorme prolongement dont il faut arriver à percer le fil rouge. Et même le fil noir aussi, quelque part, parce qu'il y a des régressions, il y a des contre-révolutions. Il ne faut pas s'y perdre. Hein, et donc les cartes sont orientées, les boussoles indiquent le nord, pas le sud. Voilà. C'est ça qui me semble important à comprendre aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est que on a plein d'exemples et il faut bien comprendre qu'il y a des philosophes postérieurs à Marx, à Engels ou à n'importe quel autre philosophe qui peuvent être en recul sur le plan de la rationalité, sur le plan de la compréhension du monde, etc., et qui sont réactionnaires. Et voilà. C'est d'ailleurs la plupart du temps. Mais oui, et puis dans notre société moderne, ça domine. Ça domine pour une raison qui est tout à fait compréhensible, c'est que le capitalisme pourrit. Il pourrit sur pied. Le capitalisme a donné tout ce qu'il pouvait donner depuis longtemps. Et fondamentalement, il est, en tant que tel, producteur fondamentalement de contre-révolution, de contre-évolution, de contre-réforme, de régression idéologique, de régression sociale, etc., de choses comme ça. Alors, bien entendu, vous me direz, mais bon, pourtant, on voit bien que le progrès continue à faire rage, qu'on invente tous les jours de nouvelles fonctions sur le smartphone, etc., etc. Oui, mais qu'est-ce qu'il en fait? Parce que vous pouvez avoir toutes sortes de moyens supplémentaires. Si finalement c'est tourné vers l'extermination de l'être humain ou vers son abaissement, on ne peut pas appeler ça un progrès. Hein. Il ne faut pas perdre de vue le cap, qui est celui de l'accomplissement, celui du bonheur commun, dont on parlait tout à l'heure. Et si au contraire toutes les technologies, les unes après les autres, sont converties en moyens d'opprimer davantage,
voilà, on n'appelle pas ça du progrès. Moi, enfin, je ne l'appelle pas du progrès. Les capitalistes peuvent l'appeler du progrès parce que ça leur rapporte. Mais même c'est idiot pour eux d'un point de vue humain général, parce que s'ils rendent la planète inhabitable, à quoi cela leur servira-t-il d'avoir des coffres-forts débordants de richesses, hein? Et même l'homme le plus riche du monde ne peut pas faire plus de 4, 5, à la limite 6 repas par jour, si l'on peut dire. Bon, voilà, donc en fait tout ça tourne à l'absurde. Et comme le capitalisme lui-même produit rationnellement de l'irrationalité, c'est-à-dire comme son propre développement produit du contre-développement, s'il n'y a pas de révolution, s'il n'y a pas de passage au socialisme, ou si le socialisme de première génération et pour des raisons diverses et variées qui relèvent d'une autre discussion, s'il est battu, s'il est provisoirement battu, etc., ça régresse. Et du coup, la philosophie qui n'existe pas là aussi dans le ciel des idées, qui existe sur Terre, va porter dans ses propres tréfonds, un peu comme le cancer, si l'on peut dire. Hein, c'est-à-dire le cancer qui vient du corps, quelque part, et qui se tourne contre le corps. Ben, va porter la destruction de la raison dans la raison. Cette destruction de la raison que Kant avait repérée au niveau purement théorique va l'atteindre au niveau pratique. C'est par exemple Georgi Lukács, grand philosophe marxiste hongrois, qui va montrer que le capitalisme moderne produit de plus en plus la réaction et la destruction de la raison, y compris dans la philosophie, qui va se retourner comme un gant, en quelque sorte. Avec y compris de grands philosophes qui sont des gens super intelligents. Je pense à Nietzsche, je pense à je sais pas moi, Kierkegaard ou Heidegger, par exemple, qui, après Hegel, après Marx, bon, on voit tout simplement que la philosophie aboutit à Marx, quoi. Alors ça, et aboutit à quoi? Aboutit à la classe ouvrière, au pouvoir, au socialisme, ou l'horreur absolue, etc., pour la classe dominante, effectivement, qui fait 3 pas en arrière, qui ne se reconnaît plus dans la Révolution française, qui ne se reconnaît plus dans les Lumières, et qui va de plus en plus se reconnaître dans des formes d'irrationalisme. Alors là, bon, voilà, il faut aussi tenir compte de tout ça, le fil rouge et le fil noir. Hein. Et c'est pas écrit d'avance que le fil rouge va gagner sur le fil noir. Donc ça dépendra de la lutte. D'ailleurs, on le voit aussi dans la philosophie postmoderne qui s'appuie beaucoup sur Nietzsche ou Heidegger, par exemple, et qui s'attaque au rationalisme, à l'humanisme et au progressisme, enfin oui, plus ou moins fortement, mais on retrouve tout ce courant qui se développe beaucoup aussi à l'heure actuelle depuis déjà des décennies. Mais... Oui, et il y a tous ces courants réactionnaires en philosophie qui dominent aujourd'hui l'espace philosophique et qui le dominent aussi, comme le montre Gabriel Rockhill, hein, par exemple, parce qu'il y a tout un appareil matériel derrière, il y a tout l'appareil de la réaction idéologique qui est lui-même fondé sur la réaction tout court et sur le fait que la grande bourgeoisie possède les moyens de production matérielle, donc aussi les moyens de production spirituelle, par exemple les médias, que les médias aujourd'hui font les réputations philosophiques, que donc c'est facile pour eux de trier entre les bons et les mauvais philosophes, etc. Toutes ces choses-là, et même dans le domaine académique, qui font que dans le domaine de l'histoire, dans le domaine de la philosophie, que le matérialisme dialectique n'est quasiment pas enseigné aux jeunes philosophes à l'université à l'égal, on ne leur demande aucun privilège, mais qu'il le soit autant que tout autre courant philosophique, que l'économie politique marxiste n'est quasiment pas enseignée dans les facs d'économie, que, bref, tous ces gens peuvent passer à côté de Marx. Pour moi, passer à côté de Marx en économie, c'est aussi grave qu'au XVIIe ou au XVIIIe siècle, passer à côté de Galilée et continuer à enseigner Aristote ou Ptolémée comme si Copernic n'avait pas existé. Mais c'est monstrueux. Et pourtant, c'est pas parce que c'est monstrueux que ça n'existe pas. Le monstrueux existe aussi. Il y a eu le nazisme, non? Et maintenant, il y a quoi devant nous avec tous ces mouvements, avec Trump au pouvoir aux États-Unis? Ça montre bien ce qu'est la bourgeoisie aujourd'hui. Parlons-en des Lumières. Hein? Parlons-en de l'effort de Kant, qui était un philosophe bourgeois, pour la paix. Et aujourd'hui, tout ce développement, nous sommes le 13 juillet aujourd'hui même, ce soir Macron va s'adresser aux armées, demain il y aura le défilé du 14 juillet, et au lieu de célébrer la prise de la Bastille, il célébrera l'élan de la France macroniste, dissoute dans l'Europe, vers la guerre contre la Russie. C'est-à-dire qu'elle a un projet carrément exterminateur. Hein. S'il y a une guerre entre l'Europe et la Russie, que deviendra la France là-dedans? Moi, en tant que patriote français qui aime mon pays vivant et non pas mort, je me fais du souci. Bon, donc on voit bien qu'il y a à l'arrière-plan cette destruction de la raison. Et ça ne veut pas dire qu'il faut trembler devant elle.
Au contraire, ça veut dire que justement, il y a un divorce qui s'accroît entre la pensée philosophique, dont l'essence au départ depuis Thalès, oh ben tiens, c'est extraordinaire. Thalès, c'est le philosophe qui donne l'élan du matérialisme, de la physique, etc., etc. C'est le père des Lumières. Et aujourd'hui, que désigne le mot Thalès dans la France moderne? Sinon une firme d'armement tournée pour finir vers l'extermination. Donc, du même coup, ça veut dire aussi que si la bourgeoisie, maintenant, la grande bourgeoisie, disons, il ne faut pas vous globaliser non plus, parce qu'il y a des secteurs de la bourgeoisie qui ne sont pas d'accord pour mourir. Hein. Bon, donc, en fait, en gros, si cette grande bourgeoisie, elle est tournée vers la déraison, l'extermination, les ténèbres, bah, ça ouvre aussi un boulevard pour la classe prolétarienne. Ça veut dire que c'est à elle de porter la vie, la raison et les lumières. Donc, que le marxisme, ici, est porteur de quelque chose d'extrêmement grand, mais attention, à condition de comprendre le marxisme comme un chantier. Et même Marx et Engels, il ne faut pas les fétichiser, c'est pas le catéchisme, c'est des points d'appui. Et c'est comme ça que d'ailleurs ils auraient aimé, sans doute, même certainement, être traités après leur mort, comme des points d'appui pour l'héritage à venir. C'est comme ça que d'ailleurs on se maintient vivant, même après notre mort, parce qu'il y a des successeurs. Donc nous, on est des penseurs de l'héritage, pas de l'extermination. Alors que ceux qui passent du côté de l'extermination sont des penseurs de la destruction. La contradiction leur donne tort. Et donc, quel est le meilleur moyen pour leur échapper à tout cela? C'est l'autodestruction, quelque part. Hein, parce que, voilà, la négation ne produit pas nécessairement un dépassement. C'est pas nécessaire. Il faut comprendre, il faut que l'être humain à notre époque comprenne le sens des choses, qu'il agisse sur elles, qu'il intervienne. Sinon, s'il laisse les choses aller selon ce qu'on appelle la force des choses, ça peut être la force de l'autodestruction. Et pour finir, je voulais te demander, est-ce que tu penses qu'on peut dire que Lénine est d'une certaine façon le prolongement de cette pensée rationaliste, plutôt sur le plan organisationnel et politique, parce que c'était son activité principale, mais il a écrit aussi des livres philosophiques où justement il a défendu le matérialisme dialectique face aux avancées dans le cadre des avancées de la physique moderne, quoi. Mais bien entendu, effectivement, je pense que c'est une grave erreur pour certains marxistes que de fétichiser Marx et de l'opposer soit à Engels, soit à Lénine. Et que c'est d'ailleurs une manière de dire que le marxisme est à ce moment-là une sorte de, comment dire, de curiosité dans le magasin des philosophes. Hein, et que donc on étudie Marx comme on étudie Schopenhauer, ou, pourquoi pas, hein. Schopenhauer est intéressant d'ailleurs, je ne suis pas en train de dire que c'est un philosophe négligeable, mais ce que je veux dire c'est que, bon, Marx et Engels ont fait un travail collectif déjà. C'est d'ailleurs intéressant de voir que c'est le premier travail philosophique collectif de l'histoire, même si c'est à deux seulement, mais c'est pas seulement à deux, parce que derrière, il y a par exemple les femmes, il y a Jenny, la femme de Marx, bon... C'est tout le travail d'arrière-plan qui est fait de ce côté-là, même s'ils ne sont pas dans la lumière. Et bon, Engels, c'est aussi Mary Burns, une femme d'origine irlandaise prolétaire, qui n'est pas pour rien dans sa conversion au communisme. Hein, bon, effectivement. Et puis, ils avaient des amis scientifiques, par exemple Schorlemer, qui était un grand chimiste de l'époque, qu'il fréquentait régulièrement. Bon, voilà, travail collectif. Comme Aristote, d'ailleurs, dans l'Antiquité. J'ai dit une bêtise en disant que c'était les premiers philosophes travaillant collectivement dans l'histoire. Il y a eu Aristote en particulier. Mais enfin, bon, donc, en l'occurrence, ce sont des philosophes qui demandent à être prolongés. Et je dirais, c'est Lucien Sèvres qui disait ça, que le mérite de Lénine après Marx et Engels, c'est d'avoir été le premier à être le deuxième, si l'on peut dire. Bon, donc, en fait, à rebondir en tenant le fil rouge légué par Marx et Engels solidement. Hein, bon, c'est un lecteur solide de Marx et d'Engels, Lénine, mais il n'est pas fétichiste aussi. Il apporte du nouveau. Il apporte un travail sur le terrain organisationnel, pratique, etc. Et pour les marxistes, c'est pas extérieur, puisqu'il faut changer le monde. Que la philosophie s'appuie sur le changement du monde. Donc c'est pas extérieur. Il n'y a pas d'un côté le travail pratique, de l'autre le travail théorique. Le travail théorique sur le terrain pratique, le travail pratique sur le terrain théorique. Vive la dialectique. Mais aussi, c'est un philosophe sur le terrain philosophique, proprement dit. Il écrit des bouquins importants. Et les gens qui disent que, par exemple, son grand livre, Matérialisme et empiriocriticisme, n'a pas d'intérêt,
sont des gens superficiels. Lénine est un penseur important, y compris pour la physique, qui a vu clair, dès 1908, sur toute une série de choses qui égaraient les philosophes de son époque et les scientifiques de son époque, y compris les plus grands, comme Poincaré en France, qui disaient, bon voilà, la matière disparaît, et donc le matérialisme disparaît parce que la physique évoluait, parce qu'elle était en train de sortir du matérialisme mécaniste légué par Descartes, qu'elle accédait à un nouvel âge de la physique, que donc des philosophes importants de l'époque disaient, bah ouais voilà, alors, c'est pas l'atome le dernier mot, c'est l'électron, la matière disparaît, c'est pas la matière, c'est l'énergie, comme si l'énergie n'était pas matérielle, comme si la matière n'était pas énergétique, comme s'il n'y avait pas une dialectique entre les deux qui va aboutir au fait qu'un jour, un certain monsieur qui s'appellera Einstein écrira E égale MC2 en dialectisant le rapport entre l'énergie et la masse, par exemple. Hein. Bon, donc la masse a un rapport avec l'énergie. L'énergie, les deux se convertissent l'une en l'autre, etc. C'est pas dialectique ça, c'est pas matérialiste. Bon, alors je ne dis pas que Lénine dit tout ça, parce que Lénine intervient à une époque où la relativité est dans les limbes. Pardon. Mais il nous dit, par exemple, que l'électron est aussi inépuisable que l'atome. C'est-à-dire qu'il n'a jamais de dernier mot en science. On peut toujours aller plus loin. Pas seulement parce que la connaissance humaine est toujours ouverte vers l'avenir, mais parce que le monde lui-même est inépuisable. Parce qu'il comporte la dimension du fini et de l'infini. Et ainsi de suite. Et que à l'avenir, il n'y aura pas forcément à choisir entre une physique du continu et une physique du discontinu. Qu'il ne faudra pas forcément choisir entre une physique qui s'ouvre à l'infinité de l'espace ou une physique... Il y a des mathématiques qui permettent aujourd'hui de penser que la notion de fini et la notion d'infini ne sont pas hétérogènes, en quelque sorte, l'une à l'autre. Et c'est quelque chose qui date de Leibniz, qui ne fait que croître et embellir dans les conditions de notre époque. Bon, donc Lénine est un philosophe important, parce que c'est un philosophe du rebond non dogmatique, du matérialisme de Marx et d'Engels, et parce que lui-même d'ailleurs, il donne des éléments pour combattre le dogmatisme qui va hélas s'encrouter ensuite dans la première version, dans une version plus, disons, vulgarisée en quelque sorte du matérialisme, parce qu'il nous dit, lisez Hegel. Alors que d'autres, à l'époque de l'Union soviétique a apporté plein de choses au matérialisme dialectique, des extensions remarquables, celle de Bakhtin sur la linguistique, de Léontiev sur la psychologie, bref, je ne vais pas plus loin, mais il y a eu aussi une phase dogmatique, où on a dit de grosses bêtises, hein, et où, par exemple, certains, penseurs de la culture soviétique annonçaient froidement que, bon, la question Hegel est réglée. Ce qui voulait dire, bon, nous nous occupons plus de tout ça, bon, historiquement, on sait ce que c'est que Hegel maintenant, il y a le matérialisme dialectique, non, Lénine avait dit lui-même, on n'aura pas le matérialisme dialectique complet si on ne lit pas à fond Hegel, si on ne lit pas, si on ne le lit pas de façon matérialiste, critique, pas en revenant à Hegel, pas en étant néo-hegelien. Au contraire, il s'agit d'être marxiste, de ne pas être néo-hegelien, et pour ça il faut travailler Hegel, et en sortir. Et on n'en sort pas si on n'y entre pas. Comment sortir d'une chose si on n'y est pas d'abord entré? Bon, ça va de soi, si vous voulez, mais ça va encore mieux en le disant. Et donc Lénine est un penseur important, et pas seulement sur le terrain de l'organisation, de la révolution, etc. Même si sur ce terrain-là, rien que s'il y avait ça, ça serait déjà un immense penseur dialectique et même philosophique, puisqu'on met aujourd'hui sur un piédestal Machiavel, par exemple. Et on a raison de penser que c'est un grand penseur, que c'est un grand penseur de la politique. Mais bon, si on compare Machiavel et Lénine, c'est comme, je sais pas, si on comparait, disons, Newton et Einstein. Ce sont deux grands penseurs tous les deux, mais bon, combien Einstein va plus loin que Newton? Grâce à Newton. Mais bon, voilà, ça s'élargit. Hein? Très bien, je pense que c'est bien pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Georges. Donc dans le troisième épisode, on veut parler de qu'est-ce que le matérialisme dialectique, donc de façon plus approfondie, parce qu'aujourd'hui on a brossé un peu à grands traits l'histoire de la pensée rationaliste pour aboutir au marxisme. Et donc dans ce prochain épisode, on répondra plus précisément sur un peu toutes les critiques classiques contre le marxisme, qui visent à le déconstruire, à le dénigrer et à éliminer ses principales thèses.
Et on s'intéressera aussi un peu à des questions d'ontologie, de gnoséologie, dont tu as un peu parlé, qu'est-ce que le marxisme orthodoxe, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et on se retrouve très bientôt avec Georges pour cette série de philosophie marxiste. À Merci bientôt. encore.